prononce bien son nom et qui ne va pas m'en tenir à rigueur. Pour maintenant comprendre ce tour du Rwanda, c'est sa particularité, surtout toutes les nouveautés qui ont été signalées ou apportées à ce tour et surtout les nouveautés qui vont avec cette nouvelle version de ce tour. Et je parle de la version 2.1. Nous avons les techniciens ici pour nous en parler et surtout de la difficulté qu'a été celle des coureurs ou plutôt des cyclistes rwandais. Ici, vous êtes avec moi, Eddy Sabiti, présentateur de cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir également le secrétaire permanent au ministère du Sport. Il s'appelle Shema Maboko Didier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Nous sommes également avec Kamuzinzi Freddy. Il est directeur du Tour du Rwanda. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'il est en place. C'est avec lui que nous allons parler de ce tour. Bonsoir Freddy. Bonsoir Eddy. Voilà, c'est avec les deux que nous allons discuter de ce tour du Rwanda et surtout de ce tour sur les routes, mais également en dehors du circuit. Qu'est-ce qui se passe et surtout les retombées positives de ce tour. Monsieur le secrétaire permanent, c'est un tour qu'on va dire qui a été difficile pour les Rwandais. Oui, bien sûr, techniquement, on peut le dire ainsi, parce que depuis que le Tour du Rwanda a été mis sur le 2.1, il y a des clubs qui sont professionnels et qui semblent être plus forts que nos clubs ou bien nos équipes. Et voilà, nos cyclistes aussi, ils se sont battus, si je peux le dire, cette fois-ci, parce que l'année passée, on n'était pas même sur le podium. Mais cette année, on a vu qu'au moins, ils se sont battus, malgré qu'on n'a pas eu au moins une étape qu'on a gagnée. Freddy, vous êtes directeur et ça fait de vous également un technicien. Je peux dire, l'année dernière, déjà, on était très contents, très heureux de voir ce Tour du Rwanda passer à la version 2.1. Mais il faut dire que cette version est également aussi arrivée avec des difficultés. Oui, bon, bien sûr. Je pense que des difficultés, surtout d'un point de vue sportif, en termes de niveau sportif de l'événement. Je pense qu'effectivement que nos équipes, enfin nos coureurs aujourd'hui se frottent à la crème de la crème dans le monde du cyclisme. Donc je pense que d'un autre côté, c'est très positif pour eux parce que ça leur permet justement de s'auto-évaluer, mais également c'est un peu aussi une sorte de formation en direct pendant la compétition. Donc je pense qu'effectivement, oui, on va dire qu'il y a beaucoup de difficultés d'un point de vue sportif, mais également il y a beaucoup aussi à gagner en passant de la catégorie 2.2 en 2.1. Surtout déjà, si je ne parle que pour nos coureurs locaux, quoi. Justement, est-ce que ces coureurs locaux, c'est vrai que le Tour du Rwanda, c'est en tant que directeur du Tour, vous avez peut-être une vue, un regard beaucoup plus évasé, beaucoup plus élargi. Mais quelles ont été vraiment les difficultés techniques? Nos coureurs ont-ils été préparés? Savaient-ils à quoi ils allaient se frotter avec ce 2.1? Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons quand même des coureurs rwandais qui évoluent dans des équipes professionnelles, internationales. Donc, ils ont quand même déjà l'habitude de voir ce qui se passe sur les autres courses, sans oublier qu'ils étaient déjà sur la course de Amissa Bongo avant le Tour du Rwanda. Donc, je pense que ils étaient préparés, ils savaient vraiment à qui ils ont affaire. Mais maintenant, on ne va pas dire quand même que... Je veux dire que d'un point de vue niveau sportif, je pense que comme PS vient de le dire, l'année passée, on n'était pas sur le podium. Cette année, on est en deuxième position. Et ce n'est que notre deuxième année en catégorie 2.1. Donc je pense que quand même, il y a de quoi apprécier, je dirais, le niveau de nos coureurs. Monsieur le secrétaire permanent, nos coureurs rwandais, on doit signaler également qu'il y a eu une préparation, mais également il faut reconnaître qu'il y a des grands noms qu'on a connus dans le passé qui n'étaient pas de la partie, mais tout de même il y avait des joueurs ou des coureurs expérimentés également. On parle aujourd'hui d'un certain
malaise qui viendrait de peut-être aussi la peur, ou je ne sais pas, c'est le sens du devoir, chercher également à prouver à son public. Est-ce que ça ne pèse pas finalement sur les épaules aussi de nos garçons? Je pense qu'avec le niveau, quand ça commence à être professionnel, quand ça commence à être élite, il y a des qualités que les athlètes doivent développer techniquement, mais aussi pas seulement les athlètes, mais aussi du côté technique, les entraîneurs ou bien les gens qui suivent ces athlètes. Et comme aussi le Tour du Rwanda, comme on le dit, est devenu maintenant sur le niveau, sur la catégorie 2.1, il y a des qualités que nos athlètes doivent aussi apprendre à développer. Et je pense que maintenant, ils ont commencé à sentir parce que... Mais pour cela, il faut également avoir un encadrement qui va avec, non? Oui, justement, ce que je dis, que ce n'est pas seulement au niveau des athlètes qu'on doit voir, mais aussi il faut qu'on voit aussi au niveau technique avec les entraîneurs, les encadreurs, qui doivent aussi apprendre, ou bien qui doivent les apprendre aussi à monter de niveau, surtout au niveau des qualités psychologiques et mentales, qui doivent faire que les athlètes se hissent aussi au niveau international et puis ils combattent avec les internationaux qui viennent aussi dans ce tour. Et comme Freddy aussi vient de le dire, c'est que certains qui ont commencé maintenant à faire des courses internationales, ils savent quoi ressemble un tour international. Et on a vu même ici cette année, avec le tour qui vient de s'achever aujourd'hui, qu'il y a des qualités que nos athlètes doivent développer. Et avec la fédération, on a constaté certains points qu'on doit régler et aussi fixer pour les tours prochains. Freddy, je parlais justement de cette peut-être, je ne sais pas si je dois parler de frustration, mais cette peur. On sent nos athlètes, on sent nos coureurs beaucoup plus libérés quand ils jouent des compétitions à l'extérieur. Lorsqu'on les voit, on les sent vraiment très à l'aise, mais on a senti une sorte de je sais pas moi, de frustration ou peut-être de... C'est ce que je disais. On ne les sent pas très libérés devant leur public. C'est quoi le problème là? Bon, disons que quand même, effectivement, il y a quand même le poids de toute une nation qui est derrière ces coureurs. Et comme le PS a dit, il y a un point essentiel, c'est le mental. Je pense qu'effectivement, si on parle de Moïse qui est à la deuxième place aujourd'hui, Mugisha Moïse, c'est un jeune, il est vraiment, je veux dire, il n'a même pas 2 ans d'expérience vraiment dans ce genre de compétition. C'est cette folie de jeunesse qui le porte beaucoup plus. Exact, je pense qu'il a aussi cet aspect justement qui fait que il est assez, je dirais entre guillemets, bouillant, mais je pense qu'avec le temps, il va acquérir une certaine expérience. Mais je reviens en fait ici sur ce que le PS vient de dire. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Il faut effectivement que tout ce qui est l'ensemble du staff technique qui accompagne nos coureurs mette en place un programme d'entraînement qui considère tous ces aspects, l'aspect mental, l'aspect sportif. Tout ça, c'est parce que c'est ça qui fait en fait un grand athlète. Là, vous voulez dire qu'on doit faire les choses différemment. Comme on dit, il faut rehausser le niveau aussi du côté technique, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme on le dit, si le tour a monté de niveau catégorie 2.1, c'est-à-dire que ce n'est plus le tour qu'on connaissait de 2.2, et aussi le niveau des athlètes ou des coureurs qui viennent, ça a monté aussi. Donc pour dire qu'il faut que nos athlètes, aussi bien nos coureurs aussi, ils montent de niveau. Et aussi, il faut que l'encadrement technique aussi sache et comprenne qu'il faut monter de niveau. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on doit, que tout le monde doit mettre sur les mains pour que ça soit réalisé et que ça soit aussi effectif pour les tours qui viennent. Permettez-moi un peu d'être beaucoup plus précis. On a parlé, ça et là, on parle de certains équipements, par exemple, dont nos coureurs n'avaient pas au cours de ce Tour du Rwanda 2020. On parle de vélos qui ne sont pas, peut-être, qui ne vont pas avec la compétition. Tout ça, c'est vrai ou c'est des rumeurs? Est-ce que vous, les techniciens, Freddy, est-ce que vraiment le matos, le matériel
de nos coureurs vont avec le niveau qu'on a aujourd'hui? Honnêtement, je ne pense pas qu'on ait vraiment un souci au niveau matériel des vélos que nos coureurs ont utilisés pendant le Tour du Rwanda. C'est des vélos de qualité. Nous avons au centre de Musanze, qui bientôt sera même un centre satellite UCI, nous avons des équipements de haut niveau. Et je ne pense pas, franchement, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'équipement pour ce Tour du Rwanda. Mais moi, je pense plutôt que, comme je disais avant, c'est plus, effectivement, il va falloir accompagner, on va appeler ça la formation de nos coureurs à des niveaux supérieurs. Mais également, il faut aussi, pour pouvoir voir une progression, il faut aussi qu'ils participent à beaucoup de compétitions internationales. Parce que c'est le seul moyen également de pouvoir leur permettre d'acquérir justement toute cette confiance en eux et leur permettre de briller sur toutes les courses internationales, pas seulement sur le Tour du Rwanda. Justement, peut-être là on parlait de l'actualité beaucoup plus pour voir ce qu'a été le niveau de nos coureurs rwandais. Je vous rappelle que les coureurs érythréen, il s'appelle Nathanaël Tesfazion, c'est lui qui est le gagnant ou le vainqueur du Tour du Rwanda à 2020. Aujourd'hui, Monsieur le secrétaire permanent, peut-être pour parler maintenant du Tour du Rwanda, qui est non seulement une compétition sportive, les à côté également du Tour du Rwanda, est-ce que y a-t-il une évolution, y a-t-il des avancées par rapport à cette organisation? Vous, quel est le bilan que vous faites de ce Tour du Rwanda en tant que, pas seulement compétition, mais également événement? Là, je peux dire qu'il y a une évolution. Êtes-vous satisfait? Oui, jusque-là, on est satisfait par rapport aux progressions, ou bien à la progression de l'événementiel du Tour du Rwanda. Et si on peut voir, ça c'est le 11e, c'est la 12e édition. Et si on voit la première édition, deuxième jusqu'au 5e, et c'est différent maintenant de la 12e édition. Et il y a beaucoup de changements, surtout au niveau d'organisation, surtout au niveau d'investissement avec le secteur privé, les sociétés qui viennent et qui se battent aussi pour avoir de l'espace dans l'événement, et aussi du côté public qui suit le tour partout au pays, partout où on passe. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intéressés à suivre le Tour du Rwanda au niveau national et même au niveau international. Parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, Freddy va nous dire, il y a des chaînes internationales aussi qui veulent aussi suivre et aussi rediffuser ou bien diffuser le Tour du Rwanda. Ce qui fait qu'il y a un autre niveau que le Tour du Rwanda vient de prendre au niveau continental et au niveau mondial. Parlant de chaînes, là vous parlez également de la visibilité de l'événement, ça se comprend. Freddy, vous avez été là également en tant que technicien, mais faisons peut-être, regardons un peu en arrière ce qu'a été le parcours. Il y a des hauts et des bas pour cette compétition. Parle-nous un peu de bas de ce Tour du Rwanda. Quels ont été les moments difficiles au cours de cette décennie qui vient de s'écouler? Les moments difficiles, je pense que, je dirais, le premier point, c'était de pouvoir faire comprendre dans les mentalités des gens, parce qu'il ne faut pas oublier, dans notre culture au Rwanda, le vélo était quand même quelque chose qui était assez mal vu, je dirais, entre guillemets. Aujourd'hui, ça a été très difficile pour faire comprendre au secteur privé, aux partenaires que nous avons aujourd'hui, l'importance de ce sport et le potentiel de ce sport. Donc, peut-être pour être beaucoup plus précis, commençons par le côté sportif. Oui. Parce que non seulement au Rwanda, mais sur le continent africain, le football, peut-être comparaison des paraisons, le football et le sport qui est pratiqué un peu partout, c'est peut-être également par la facilité. Un ballon peut être utilisé par autant de gens, mais un vélo, c'est pas toujours évident. Il faut un seul utilisateur. Quelles ont été les difficultés pour faire comprendre, faire rentrer dans le mental du sportif rwandais que, écoutez, ce jeune garçon, pourquoi il ne doit pas aller jouer au foot
mais plutôt faire du vélo? Ben écoutez, je dirais que franchement, c'est une question assez, je dirais, un peu compliquée. Je pense qu'il y a un ensemble, en fait. Il y a un ensemble de choses à prendre en considération. Oui. Comme vous dites, le football, il passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Donc, effectivement, comme vous dites, l'accès au football est plus facile que le vélo. Aujourd'hui, c'est vrai que le problème fondamental que nous avons aujourd'hui par rapport au cyclisme, je dis bien au Rwanda, c'est quand même, c'est un sport qui coûte très cher. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Il coûte énormément cher. Comme vous dites, les vélos, un ballon de football, je pense qu'ici dehors, à 10 000 francs, on a un ballon de football. Mais un vélo... Tout un quartier peut utiliser le sûr, même ballon. Bien sûr, voilà. Donc, donc, il veut dire que ça, accéder à ce sport, c'est très facile. Mais le cyclisme, pour développer, pour avoir un athlète vraiment professionnel, c'est des équipements qui coûtent excessivement cher. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà cette barrière d'entrée de jeu. Mais après, maintenant, effectivement, comme je disais, il y a également une barrière culturelle d'abord qu'il a fallu aussi briser. Parce que ça aussi, c'était un problème, c'est que les gens disaient non, on préfère envoyer nos enfants jouer au football que faire du vélo. Parce qu'avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, l'ampleur que le football prend dans le monde, c'est vrai que tout le monde est tenté d'aller vers le football. Donc déjà, ça, c'est dès le départ, d'entrée de jeu, on était déjà handicapés. Peut-être la question aussi au secrétaire permanent, est-ce que l'ampleur ou le football qu'on voit sur le plan international, est-ce que ça n'arrive peut-être pas à nous... Ça ne nous égare pas, peut-être en cherchant à être ce qu'on ne peut pas être. Par exemple, connaître nos vrais talents. Par exemple, on se dit on doit former des Lionel Messi, des Cristiano, mais pourtant, nous avons des Lance Armstrong qui sont ici. Est-ce que là, peut-être le Tour du Rwanda n'a pas prouvé que peut-être notre succès se trouve ailleurs qu'au football? Là, je peux dire qu'il y a une différence parce que le cyclisme, d'abord, c'est un sport individuel et aussi le football, c'est un sport collectif où on a besoin d'un collectif pour avoir des résultats. Et le cyclisme, comme tant d'autres sports individuels, il faut l'effort individuel. Et même si ça va quelquefois avec l'effort collectif, qui fait qu'il y ait des résultats, mais c'est toujours individuel. Et je pense que toutefois, c'est avec des talents qu'on a dans chaque sport. Mais je peux espérer qu'on peut avoir des bons athlètes, des bons coureurs. On a déjà prouvé où on a eu des coureurs qui étaient mieux classés en Afrique, et aussi au niveau continental, je veux dire, et qui font que il y a même d'autres qui naissent, ou bien il y a d'autres astuces qui font qu'il y a d'autres athlètes, d'autres coureurs qui naissent aussi, qui viennent. Et je pense que on peut avoir des bons coureurs dans le cyclisme. Même au football aussi, on peut avoir des bons joueurs, malgré les résultats collectifs, comme je viens de le dire. Parce que la raison pour laquelle je pose cette question, il y a peut-être aussi la popularité du football au cours de 50 ans sur le continent africain qui a fait à ce que même les priorités au niveau du gouvernement, au niveau du budget, le football a toujours été, comme on dit, budgétivore. Le football a toujours raflé plus de 70%, même 80% du budget. Est-ce que le temps n'est pas arrivé peut-être de redistribuer les cartes? Je pense qu'il est temps, mais aussi on essaie de le faire avec, parce que si vous voyez le football au niveau national et au niveau international, c'est un sport, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est un sport roi, mais il faut qu'on voit aussi au niveau des événements aussi. Il y a beaucoup d'événements, c'est-à-dire les championnats internationaux, les tournois internationaux, et aussi le nombre de l'équipe, comme je le disais, le nombre de l'équipe aussi ça compte, ça fait que le budget augmente, mais il faut que aussi on focalise aussi sur d'autres sports, et on le fait actuellement. Quand on voit d'autres athlètes, quand on voit d'autres joueurs aussi, d'autres sports aussi qui évoluent, c'est qu'on essaie au mieux de partager
et de façon équitable pour les sports que nous avons. Et sur quelle base le budget est-il distribué là? Partagé, oui, je le dis bien. C'est sur base de performances? Non, c'est sur base d'événements que nous avons. C'est-à-dire, et puis sur base d'objectifs aussi. C'est-à-dire, si on veut développer le sport à partir du niveau des jeunes, il y a une partie qu'on donne dans les activités ou bien dans les événements des jeunes. Et il y a aussi une partie qu'on donne aussi au niveau des compétitions. Et comme je le disais aussi, c'est-à-dire le football, bien d'autres sports collectifs, ils ont des événements. Le basket peut avoir un événement, le volleyball un événement, mais le football peut en avoir 5. C'est-à-dire au niveau des jeunes, U15, U17, U19, U21, seniors. Alors qu'au basket, on a les U16, les U18 et puis les seniors. C'est-à-dire il y a 5 événements au foot et puis il y a 3 événements au basket. Mais la quantité des événements prévus dans le foot, est-ce que ça garantit, est-ce que c'est synonyme des priorités au niveau du ministère? Je ne pense pas. Comment est-ce que les priorités sont définies là? Justement, ce que je dis que c'est à partir d'activités que nous avons. C'est-à-dire si on a sur l'année 5 activités de football et que la priorité, si on peut le dire, la priorité c'est chez les jeunes. Le football a 5, le basket a 2, le volley a 1 ou bien 2. Et il y a aussi le cyclisme qui vient, il y a 1. Et donc là, on va prendre, si ce sont les activités qui vont dans la priorité des jeunes, on va prendre les activités que nous avons. Et souvent, bien sûr, on dit que le budget va au football, mais il faut qu'on voit aussi ça va dans quelle activité. Ce n'est pas créé pour être créé, mais ça va dans les activités qui existent. Et puis qu'on a des priorités aussi, comme tant d'autres dans d'autres sports. Ouais. Freddy, là, nous avons parlé des difficultés au niveau du mental, ou de mentalité du Rwandais pour faire comprendre que le cyclisme aussi peut être un sport parmi tant d'autres. On peut faire une carrière de cycliste. Et maintenant, pour que un secteur puisse évoluer, là je parle d'un monde moderne, dans le chef du Rwandais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'État mobilier, c'est-à-dire que c'est le gouvernement, c'est l'État qui fait tout, qui initie tout, jusque même au niveau du budget. Vous, pour faire grandir le Tour du Rwanda, vous avez eu besoin du financement. Et le secteur privé n'a pas été du reste. Parlez-nous un peu de cette conviction. Comment est-ce que vous êtes arrivé à les avoir de votre côté? Parce que le foot dont je parle aujourd'hui souffre justement du manque de sponsor. On a l'impression que pour le vélo, c'est trop facile. Est-ce que c'est vrai ce qu'on voit de l'œil ou il y a toute une stratégie derrière ça? Bon, je ne dirais pas que c'est facile. Hein. Je ne pense pas que de toute façon, prendre l'argent de quelqu'un, c'est jamais facile. Je pense que ça, c'est... Non, mais je pense effectivement que l'État, je veux dire, sans l'État, je ne vois pas honnêtement où on serait aujourd'hui. Je pense que ça cadre dans la politique justement du ministère. Mais c'est vrai que si vous regardez la progression depuis le début du Tour du Rwanda, où l'État contribuait à plus de, je dirais, au début c'était pratiquement à 100%. Je dirais les 5 premières années, l'État a commencé à 100% et c'était jusqu'à 90% du budget. Donc je pense qu'effectivement, pour développer un événement comme celui-là, il a fallu que nous mettions également des stratégies en place pour pouvoir intégrer le secteur privé à travers les différents secteurs d'activité présents au Rwanda. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Je veux dire, on a quand même aujourd'hui, pour votre information, aujourd'hui nous avons la contribution de l'État qui tourne autour de 30%. Et les 70% sont couverts par nos partenaires différents que vous voyez sur le Tour du Rwanda. Tout ça, c'est une progression. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais je pense que ce qui nous permet aujourd'hui de vendre l'événement, c'est, je pense, la qualité de l'événement. C'est que tous nos partenaires
ils retrouvent leur compte. Sinon, si l'événement n'était pas de qualité, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait là. Donc ça, c'est le premier point, c'est la qualité de l'événement. Maintenant, c'est vrai que chaque année également, on essaye, en gardant cette qualité, d'innover, d'apporter un plus. C'est pour ça que nous sommes passés il y a 2 ans à la catégorie 2.1. Et pourtant, ça faisait plus de 10 ans qu'on était en 2.2. Malgré qu'on était en 2.2, on avait une qualité d'événement qui était loin supérieure aux autres événements en Afrique, dont, si je peux le citer, par exemple, la Tropicale Amissa Bongo, qui est 2.1 depuis le début. Notre course est la seule qui a évolué de 2.2 à 2.1 sur le continent. Aucune autre course n'a connu ça. Mais malgré qu'elle était en 2.2, elle était encore mieux cotée que même la 2.2 d'Amissa Bongo. Donc je pense que le point crucial dans tout ça, c'est la qualité de l'événement que nous apportons. Et ça, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de pouvoir avoir les partenaires que nous avons aujourd'hui sur le Tour du Rwanda. Et là, vous parlez de la partie organisationnelle, la qualité de l'événement, mais je parle des retombées également financières ou de cette manne financière que représente également le Tour du Rwanda. Écoutez, est-ce que les partenaires, les sponsors retrouvent leur compte? Mais bien évidemment, si vous avez aujourd'hui, nous avons des sponsors qui sont là, qui ont plus de 10 ans, qui sont partenaires du Tour du Rwanda pour plus de 10 ans, c'est qu'ils y retrouvent leur compte. Si vous voyez bien l'histoire du Tour du Rwanda, il n'y a pas beaucoup de changements en termes de partenaires. Donc, c'est ça qui vous montre que... Vous avez su fidéliser vos partenaires? Bien sûr, on a su fidéliser à travers justement des stratégies qui leur permettent justement de voir que donc notre événement, je dirais, tient la route, quoi. Donc je pense que tout ça, c'est un travail, je dirais, de longue haleine, où on a bien évidemment aussi le soutien du ministère, qui, je pense, n'est pas négligeable du tout, parce qu'il ne soutient pas que l'événement, mais il soutient également la formation de nos coureurs, l'encadrement, la préparation de notre équipe nationale. Sinon, je vois mal comment aujourd'hui nos jeunes pourraient donner des résultats que nous voyons aujourd'hui sur le Tour du Rwanda. Parce que autre chose, parmi les choses qui suscitent des questions, c'est que depuis une dizaine d'années, le ministère des Sports a connu plusieurs ministres, plusieurs visages sont passés par le ministère des Sports. Et aujourd'hui, la Fédération de cyclisme a également connu des changements au niveau du président et ses vices. Il y a eu des changements profonds. Mais on se pose la question, comment est-ce que le Tour du Rwanda arrive toujours à garder la même qualité? C'est également la question qui se pose. Je pense que Pour vous, les individus, ça ne compte pas? On ne va pas dire que ça ne compte pas. Mais je pense que le plus important, c'est, je dirais, c'est le produit. Quand vous avez un produit qui se vend, peu importe qu'il soit vendu par Pierre ou Paul, il va continuer à se vendre. Donc aujourd'hui, je pense que notre produit, qui est le Tour du Rwanda, il se vend. Même si demain Freddy n'est pas là, il va continuer à se vendre. Je pense qu'on a atteint un niveau qui garantit une certaine, je dirais, qui inspire de la confiance, quoi. Qui en fait pas seulement localement, mais même internationalement. Et je pense que l'épreuve, c'est qu'on va parler, je pense, même des projets à venir, dont le championnat du monde. C'est ça qui démontre qu'effectivement, notre événement est un événement, je dirais, de qualité et qui inspire confiance. Messieurs les secrétaires permanents, permettez-moi également de tomber plusieurs fois dans la comparaison. J'ai parlé des sports qui ont été là avant le cyclisme, ou qui ont connu du succès, ou qui ont une certaine cote auprès de la population. Mais lorsqu'on parle de l'organisation, plusieurs de nos fédérations souffrent de l'organisation. Qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère? Parce que à la fin, le tout retombe sur vous. Vous devez aller éteindre le feu. Là, je parle également quand il y a des problèmes, par exemple, des finances, des équipes parfois qui n'arrivent même pas à se déplacer pour des compétitions internationales, où on a le gouvernement qui doit intervenir.
qu'est-ce que vous faites pour aider ces autres disciplines à vivre, à se détacher, ou peut-être à savoir, à ne pas vraiment dépendre du gouvernement ou du ministère? Là, je peux répondre cette question sur différents aspects. C'est-à-dire, il y a d'abord le niveau que le pays vient déjà de mettre, au niveau événementiel, des réunions internationales, même des événements nationaux. Et il y a la qualité et les standards que nous voulons pour ces événements. Et aussi, il y a une autre chose qu'on ne doit pas négliger. Toutefois, dans la vie, on apprend par expérience. C'est-à-dire, quand on participe dans des événements internationaux, on apprend comment les gens organisent et puis on revient, on met en place. Et le cyclisme a eu la chance d'avoir des experts en matière. Et je pense qu'avec des bonnes pratiques du cyclisme, d'autres fédérations aussi y prennent comme exemple. Et à notre niveau, c'est que toutefois, quand il y a des gens qui veulent organiser un événement, on essaie de les donner au moins l'image de ce qui est un bon événement et aussi faire, comme je le disais, par expérience, on dit s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu d'autres mauvaises expériences, il faut qu'on corrige et aussi faire comme exemple les belles pratiques que nous avons comme le cyclisme et d'autres événements et aussi des événements internationaux dans lesquels on participe, mais aussi, comme je le disais avant, suivre aussi les standards que le pays a déjà mis en place pour les événements qu'on accueille au niveau international ou bien ici au Rwanda. Là, le Tour du Rwanda, à entendre les propos de Freddy, ce sont le Tour du Rwanda a su avoir un produit qu'ils ont su vendre. Qu'est-ce que vous ne pensez pas que les autres fédérations aussi, chacun doit peut-être voir devant sa porte, faire un produit, vendre un produit, parce qu'on a vu des partenaires qui arrivent dans certaines fédérations, et puis le lendemain, 2 ans après, 3 ans après, on les voit disparaître, partir avec leur argent pour cause d'organisation. À quand la fin de tout ça? Je pense que, comme je le disais, on apprend par expérience et aussi on essaie d'évoluer. Si on peut voir des événements sportifs qu'on abrite ici au Rwanda, c'est-à-dire ce sont des événements, même si on peut même voir au niveau national, les championnats nationaux que nous avons, dans le basket, au volley, et au football et d'autres sports, et chaque fois il y a une évolution, il y a une progression au niveau organisationnel. Alors, pour les événements internationaux aussi, on commence à voir les infrastructures que nous avons. Les fédérations internationales aussi veulent en bénéficier et aussi amener des événements ici. C'est-à-dire que du jour au jour, on essaie d'améliorer aussi, de progresser. Pour le succès du Tour du Rwanda, c'était également, il faut le reconnaître, il y a eu un apport extérieur. Il y a eu des experts qu'on a vu défiler ici au cours de ces dernières décennies. On a vu plusieurs figures qui ont organisé plusieurs compétitions au niveau continental et même ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas également que les autres disciplines ont besoin d'être approchées comme ça ou d'avoir un soutien technique pour également évoluer? Et bien sûr, ce que je disais avant, donc on a besoin des experts et aussi on a besoin que nos gens aussi ils apprennent. Ils apprennent par expérience avec les événements dans lesquels on participe ou bien dans les événements qu'on abrite ici où les gens, ou bien les fédérations, ils essaient au moins de suivre des belles pratiques, comme je le disais avant. Et comme je disais, dans les belles pratiques que nous avons, c'est le cyclisme, où on a des experts en matière événementielle et aussi du cyclisme qui ont un niveau d'organisation qui est au moins avancé par rapport à d'autres fédérations. Alors, toutefois, on dit aux fédérations
de chercher à progresser et de chercher à changer et aussi à progresser au niveau événementiel. Freddy, on a le Tour du Rwanda aujourd'hui. Je parlais d'un Tour du Rwanda qui est plus qu'une compétition du cyclisme. Je me dis également, aujourd'hui, avec les 10 années qui viennent de se passer, quel regard portent vos partenaires de la première heure, je parle des partenaires techniques, sur le Tour du Rwanda? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des visages qu'on a vus il y a 10 ans qui sont toujours là. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Exact, on ne change pas l'équipe qui gagne. Surtout s'il n'y a pas de raison. De toute façon, je suis tout à fait d'accord que l'évolution, c'est quelque chose de bien, mais il faut qu'elle soit stratégique, qu'elle soit bien pensée. Donc voilà, donc les partenaires que nous avons aujourd'hui sont là parce qu'il y a du résultat. Et également, ils sont en fait impliqués et ils se sentent vraiment concernés par ce tour. Maintenant, c'est vrai que vous avez dit, on n'est pas seulement resté focalisé sur la compétition cycliste, mais nous avons également, aujourd'hui, on développe également d'autres produits. Dont vous avez vu cette année, nous avons Ride Rwanda, qui est justement une compétition amateur dans le cadre du cyclotourisme avec Visit Rwanda. Donc je pense que c'est des produits aujourd'hui que nous sommes en position de pouvoir, je dirais, apporter sur la table du Tour du Rwanda différents intervenants pour créer un produit qui va au-delà de la compétition sportive uniquement. Oui, donc, et là, on est en train de parler du tourisme. Là. En ce moment, on parle du tourisme. Quand je parle de Ride Rwanda, c'est purement du tourisme. Aujourd'hui, maintenant, nous rentrons également. Il m'a aidé à déjà monter ou passer à l'autre point. Le Tour du Rwanda est devenu plus qu'une compétition de cyclisme. Nous savons aujourd'hui que la politique du Rwanda, c'est également de faire du sport une attraction touristique. Vous pensez que le Tour du Rwanda rentre justement dans la vision du gouvernement du Rwanda aujourd'hui comme il se doit? Oui, bien sûr. Si on voit la qualité du Tour, surtout au niveau image, ça montre que ça attire les gens qui veulent venir, et aussi des gens qui veulent venir pour l'événement, et aussi des gens qui veulent visiter le pays. Parce que si le Tour du Rwanda tourne dans toutes les provinces du pays, il y a des images qui sortent pour montrer maintenant le changement, ou bien la verdure, ou bien le côté touristique du pays. Et ça attire les gens, pas seulement les touristes, mais aussi les gens qui aiment faire le sport, le cyclisme. Comme cette année, on a eu le Ride du Rwanda, où il y a les gens, surtout les étrangers, qui se sont fait inscrire pour au moins faire le tour du Rwanda et aussi voir le côté touristique du Rwanda dans différents coins. Aujourd'hui, on a eu pour cette 11e édition la présence d'une personnalité qui vient de l'Union du cyclisme international. Freddy, on a parlé également du Rwanda qui est candidat, qui ne cache pas ses ambitions pour abriter les championnats du monde pour l'année 2025, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous vous dites là? C'était également une occasion de prouver ce que vous valez? Je pense que déjà, comme vous dites, nous avons eu la chance, l'honneur d'avoir la visite de la directrice générale de l'UCI, Madame Amina Lanaya. Même si je me trompe, il y a 2 ans, nous avons aussi reçu la visite du président du CI, David Lapartien. Je pense que tout ça, ce sont des messages très forts. Je pense que c'est des messages très forts, non seulement d'un point de vue de l'événement ou du cyclisme, mais je pense que également d'un point de vue du pays. Si vous regardez, ce n'est pas des personnalités qui vont partout, je parle du continent africain. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, effectivement, je pense aujourd'hui, le Rwanda a posé candidature pour recevoir les championnats du monde en 2025.
d'abord, c'est une page de l'histoire qu'on écrira si nous sommes retenus en septembre de cette année. Mais également, ça c'est du point de vue du pays, mais également du point de vue du continent. En fait, on va écrire une page de l'histoire comme l'Afrique du Sud a marqué une page de l'histoire en accueillant la Coupe du Monde de football. Et ça, je pense que il n'y a pas meilleure, je dirais, progression ou meilleure, je me perds en français, mais achievement, si je peux dire, réalisation que celle-là. Je pense que là, le Tour du Rwanda a démontré ses capacités. Nous avons démontré au monde que nous sommes capables d'accueillir, d'organiser une compétition internationale de très haut niveau. Et aujourd'hui, nous nous sommes donné les moyens en déposant notre candidature et en recevant aujourd'hui la directrice générale de l'UCI, qui également a été impressionnée par le niveau et la qualité de l'événement, et sans parler, je dirais, de tout ce qui est infrastructure et l'organisation du pays en général. Pour le sécataire, vous avez été connu en tant que sportif, basketteur, vous êtes également un arbitre international, mais aujourd'hui vous portez également cette casquette de l'homme politique que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais on entend, quand on parle, quand Freddy parle, on sent une certaine précision dans ce qu'il dit, les dates, vous comprenez qu'il y a toute une organisation derrière ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, aujourd'hui, parlant de des ambitions de ce qui est du vélo pour le Rwanda, nous avons des projets dans un futur très proche. On a le stade national à Mauro qui va être rénové. On a entendu également qu'il y aurait un autre projet d'une construction d'un autre stade avec l'arrivée des responsables de la FIFA et autres qui sont passés par le Rwanda. On a également Kigali Arena avec le championnat d'Afrique de basketball qui déjà on a connu les préliminaires ici, on va connaître le championnat d'ici quelques mois. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est quoi cette ambition? Est-ce que le Rwanda saura porter tous ces fardeaux? Là, je peux dire que c'est le niveau du sport monte d'abord, et au niveau et aussi le niveau du pays aussi monte. C'est-à-dire, c'est au niveau infrastructure, c'est l'État fait des investissements pour avoir des compétitions internationales qui sont sur les standards internationaux, et les infrastructures que nous avons qui datent de beaucoup d'années. Ce n'était pas au niveau aussi qu'on accueille ou bien qu'on abrite ces événements internationaux actuellement de haut niveau. Alors, l'investissement que l'État fait, c'est un investissement d'abord pour dire on a des infrastructures qui sont au niveau international, et aussi on veut aussi abriter des événements internationaux qui vont aussi rapporter au niveau technique, au niveau développement du sport et au niveau de retombées financières ou bien économiques du pays. Je pense qu'avec ces projets que tu as déjà cités, il y a ceux qui vont commencer bientôt, et il y a aussi des projets aussi à long terme. Et tout ça, là, mais ça va au niveau de la promotion du sport. Mais la promotion du sport, on a par exemple l'Érythrée, où le vélo, c'est le sport roi. Aujourd'hui, là je prends un exemple, on a d'autres coins du continent africain où le football est le sport roi, il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, le Rwanda, là je parle maintenant au secrétaire permanent au ministère des Sports, c'est quoi la priorité? On va mettre le vélo en avant, on va mettre le basket en avant, c'est le football qui sera mis en avant. Ça sera quoi nos priorités? Et les priorités, ou bien la priorité que nous avons, première, c'est la promotion du sport à partir des jeunes. Et là, je ne vais pas dire on va prendre un sport, deux sports, mais c'est qu'on donne d'abord des chances à tous les jeunes, à tous donc au développement des jeunes dans tous les sports. Et puis c'est là qu'on va maintenant détecter des talents.
on a des talents dans différents sports, mais on va promouvoir aussi des talents suivant des moyens et aussi ce que nous avons. Là, je ne vais pas me coincer pour dire on a une priorité dans le football, on a des priorités dans le cyclisme, mais la priorité en général, c'est au niveau des jeunes. Je reviens aussi également au Tour du Rwanda où, Freddy, on parle du Tour du Rwanda qui est riche en événements, qui est riche, on voit des sponsors qui naissent chaque jour. Mais Freddy, tout de même, on parle également du cycliste rwandais qui vit le vélo au jour le jour. L'engouement qu'on ressent, qu'on voit lors du Tour du Rwanda, on ne le ressent pas dans les compétitions nationales. Les sponsors ne se bousculent pas pour les compétitions nationales. Oui, effectivement, c'est un constat. Je pense que c'est l'un des points justement dont on a discuté avec le nouveau comité exécutif, même si moi, mon mandat au départ est en rapport au Tour du Rwanda, mais je pense qu'en tant que quand même expert, je peux quand même conseiller. Et justement, aujourd'hui, il y a quand même une certaine stratégie qui est en train d'être développée et mise en place pour que, déjà, juste pour vous informer, c'est qu'aujourd'hui, dans notre approche par rapport au Tour du Rwanda, nous ne manquons pas d'intégrer la Rwanda Cycling Cup. Donc ça veut dire que chaque fois que nous allons discuter avec des partenaires potentiels ou même existants, nous apportons également sur la table la Rwanda Cycling Cup. Parce que, effectivement, comme vous dites, nous comprenons que c'est un passage obligé pour le développement de nos coureurs locaux. Parce que le Tour du Rwanda, c'est une fois par an. Mais la Cycling Cup, c'est toute l'année. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la stratégie en place, c'est déjà d'essayer de développer également le soutien, je dirais, partenaire, sponsor de la Cycling Cup, mais également aussi de créer beaucoup plus disons, on va appeler ça de courses tout au long de l'année. Et maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le nombre également de clubs qu'on a, ça fait également défaut. Également, le côté financier, c'est très capital. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, le cyclisme est un sport très cher. Il coûte très cher. Et c'est vrai que c'est l'un des challenges qu'il y a aujourd'hui justement par rapport à nos clubs locaux. C'est que, bien évidemment, ça demande vraiment beaucoup de moyens qui n'ont pas nécessairement. Mais je pense on est en train... D'où viendront ces moyens? Là, nous sommes avec le représentant du gouvernement, par exemple. Avez-vous des idées à partager avec nous, peut-être avec lui, devant le public? Mais je pense que les idées sont là. Je pense qu'aujourd'hui, en se basant déjà sur l'événement qui est le Tour du Rwanda, nous essayons quand même de provoquer une certaine, je dirais, un certain intérêt dans le secteur privé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie même d'apporter d'autres sponsors qui sont différents de ceux du Tour du Rwanda, mais spécifiquement pour la Cycling Cup. Et on ne parle pas là de sponsors privés, on parle même des institutions, des ONG qui ont un caractère, je dirais, plutôt public et social, parce que c'est une plateforme qui leur permet justement de communiquer, vous voyez, sur tout ce qui est socio-éducatif et santé. Donc, c'est des pistes que nous sommes en train de développer aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, si on voit déjà les résultats que nous avons, je pense que ça va porter ses fruits. Et quitte à ce qu'aujourd'hui, la fédération pourra avoir les moyens de pouvoir également, je dirais, se donner les moyens de ses ambitions en termes de développement. Et monsieur le secrétaire, comment est-ce que le gouvernement, le parent, entre guillemets, Mobilier dont on parle toutes ces années, votre rôle de parent, ça sera lequel? Le rôle, c'est de faire, comme je le disais, il faut qu'on ait d'abord des plateformes qui font que les gens soient au moins formés sur les différents secteurs du sport. Là, avant, on connaissait seulement le coaching et aussi l'arbitrage ou bien au niveau du développement des joueurs. Mais il y a aussi d'autres secteurs qu'on doit développer qui vont faire que les fédérations ou bien le sport
se développe. C'est-à-dire, si on doit former les gens en matière de marketing, en matière d'administration, en matière de management, là, ça va aider les gens à aussi s'autofinancer, à aller courir derrière le secteur privé pour chercher les sponsors et aussi attirer les sponsors avec des connaissances qui font que le sport soit financé par le secteur privé, pas seulement avec l'État, mais aussi par les produits que les gens vont vendre, comme Freddy le disait. Et là, il faut que les gens aient ces connaissances qui doivent les aider à aller chercher dans ce domaine de s'autofinancer, quoi. Parce que l'avantage avec le vélo, c'est que le vélo va vers la population. C'est différent d'autres disciplines où les gens viennent vers le stade. Est-ce que le temps n'est pas arrivé également des gens de comprendre également que ce paradigme également doit changer, l'approche même de la communication, de la publicité doit changer? Oui, justement, c'est ce que je dis que par expérience, il faut qu'on apprenne aussi qu'est-ce qu'on a à vendre au public et comment attirer le public. Freddy l'a bien dit, il faut que le produit soit bien fait et que ça soit vendu maintenant et que ça soit attrayant au public. Donc, il faut qu'on construise le produit sur ces différents aspects et aussi on va le vendre maintenant au public. Je pense qu'on va mettre un point final à cette émission qui était consacrée ce soir autour du Rwanda, une compétition ou soit un événement plus que sportif et surtout ses retombées, surtout la vision de ce Tour du Rwanda pour les prochaines années, mais également le parcours de ce qu'a été ce Tour du Rwanda, ses hauts et ses bas. Ce soir, j'avais le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir Freddy Kamuzinzi, qui est directeur du Tour du Rwanda. Nous étions également avec le secrétaire permanent au ministère du Sport, Minisport, Shema Maboko Didier. Ce soir, j'avais également le plaisir d'être avec vous. De partout où vous nous avez suivis, nous avons vu de commentaires sur les réseaux sociaux, surtout l'amour et surtout l'attachement à cette émission majuscule Propos. Voilà. À la présentation, vous étiez avec moi, Eddy Sabiti. Merci d'avoir été de nôtres et surtout restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.